historiquement, il a toujours fait régulièrement des conférences à la Maison de l'Amérique latine. Hein. Et au fait, le collectif Malgré tout, comme le chat Félix, il renaît de ses cendres. Et en fait, bon, c'est un retour ça fait quand même quelques temps que les seules réunions qu'on faisait à la Maison de l'Amérique latine étaient pour présenter des travaux, des ouvrages, mais on ne faisait plus, depuis un bon bout de temps, on ne faisait plus des soirées thématiques comme ça qui accompagnent les séminaires que nous faisons. N'est-ce pas? Alors, bon, voilà. C'est la première fois depuis le début de la pandémie. Sinon, bon, voilà, merci d'être là, courageux et courageux. Et le sujet, je vais présenter un petit peu. Bon, d'habitude, je dis merci à la Maison de l'Amérique latine, au mur. Voilà. Et alors. Le sujet que nous présentons aujourd'hui est un sujet qui a à voir, qui est, pour dire comme ça, c'est présenté à nous tout seul. Non? C'est-à-dire, vous savez, quand vous faites de la recherche, c'est ce qui vous arrive, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas une idée très exacte vers où vous allez. Si, pour partir, on commence de quelque part, mais en travaillant, les sujets se présentent comme en disant, mais bien sûr, il s'agit de ça, non? Alors nous, ça fait très très longtemps qu'on parle de notre travail central dans les collectifs, avec les amis des collectifs qui travaillent avec nous. Toujours c'était, pour le dire comme ça, notre étude est une étude sur l'époque, n'est-ce pas? Nous prenons l'époque comme un être vivant, n'est-ce pas? L'époque comme ce qui se déroule, les époques, l'époque, n'est-ce pas? En disant bien entendu que l'époque n'est pas quelque chose qui peut se mesurer entre deux dates, non, mais qu'au contraire, on va dater, on va mettre des dates à partir de ce qui émerge. Alors, nos travaux, ils sont commencés, ils sont continués dans cette ligne-là, à partir de la grande crise de la modernité. C'est-à-dire que nous avons commencé en travaillant à différents niveaux, un niveau philosophique, mathématique, anthropologique, n'est-ce pas, artistique. On a travaillé toujours à partir de la grande crise de 1900, qui est quand même grosso modo celle qui est présentée comme la crise de la rupture du socle de la modernité, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand tout à coup la rationalité moderne, l'esthétique de la modernité, la philosophie moderne va connaître une rupture, c'est une rupture radicale que Hilbert, dans le fameux congrès des mathématiques de 1900, fameux parce que c'est un congrès dans lequel Hilbert va dire le socle épistémologique il est cassé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est un congrès dans lequel participent Poincaré, les grands mathématiciens. C'est drôle parce que ces congrès-là est, d'un point de vue paradigmatique, le congrès de la rupture, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à partir de là que tout était cassé, sauf qu'effectivement, il a dû y avoir maximum 200 personnes dans le monde entier qui ont été au courant de cette grande crise, n'est-ce pas? Mais autour de 1900, les ruptures vont être successives, hein, c'est-à-dire c'est l'émergence quand même on a beaucoup parlé autour de la physique quantique, la découverte de la relativité ou la théorisation de la relativité, mais aussi d'un point de vue artistique, la rupture des paradigmes esthétiques jusque-là dominants, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le déclenchement d'une série de déconstructions qui mettent en cause effectivement les fondements effectivement de ce qui avait été la modernité qui est caractérisée par Foucault comme l'époque de l'homme. Alors, c'est de cela dont il s'agit ce soir, n'est-ce pas? De l'époque de l'homme. Alors, nous allons parler de ce que nous avons trouvé, c'est pour ça qu'on a invité Géraldine et qu'on a commencé à travailler avec elle,
c'est que je vais présenter le sujet de ce soir à partir de 2 bouquins qu'on a publiés cette année avec Bastien. Un s'appelle Le Retour de l'exil. Alors c'est quoi ce Retour de l'exil, non? Le Retour de l'exil, c'est que nous traitons là-dedans, l'axe central, c'est quand même ces phénomènes sociaux, historiques, anthropologiques que nous sommes en train de vivre depuis quelques dizaines d'années, qui est le fait de se rendre compte, comme ça c'est un constat, le constat de que cette idée de que l'homme était le sujet, comme le sujet cartésien, n'est-ce pas, extrait de la nature, et que lui le sujet et le monde et la nature deviennent son objet, cette idée de l'homme extérieur à la nature ne tenait plus le coup, n'est-ce pas, c'est-à-dire et le top est un top objectif, matériel pour dire comme ça, qui est ça ne va plus de l'anthropocène. Il y a un moment dans lequel l'autodéveloppement du monde, n'est-ce pas, arrive à un point dans lequel effectivement ces dispositifs au pluriel heurtent à une destruction trop importante comme pour qu'elle ne soit pas évidente. N'est-ce pas? Alors, bien entendu, pendant toute la modernité, tout ce qu'on appelle la modernité, il y a eu des voix dissidentes, il y a eu ne serait-ce que le romanticisme allemand, au Spinoza, au même Leibniz, bien entendu, qu'il y a eu des voix dissidentes qui disaient, qui critiquaient ce dispositif de l'homme qui s'est exclu, non, qui s'extrait de l'ensemble pour traiter le monde en tant qu'objet, etc. Il y a eu des voix, mais disons que les modes d'autoproduction du monde étaient marqués par ça, c'est-à-dire les lumières qui avancent vers les ombres, les continents noirs, etc. Alors, dans le retour de l'exil, nous traitons ça, nous traitons de ces retours, n'est-ce pas, de l'humain, c'est-à-dire que les humains, tout à coup, ils se disent, ah ben merde, on n'était pas des sujets exclus, il faut qu'on se repense dans le dispositif, mais la mauvaise nouvelle, c'est que dans le dispositif, on se rend compte des dégâts de l'anthropocène, n'est-ce pas? Et à la fois, on se dit, mais si nous, on est inclus dans le dispositif, les dégâts sont sur nous aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas qu'on avait abîmé la nature, vous voyez? C'est pas qu'on peut respecter ou pas respecter la nature. Le retour de l'exil, c'est tout à coup cet défi très 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 compliqué, que vraiment je pense qu'on ne sait absolument pas comment l'assumer, hein. Ce défi de se repenser comme un vecteur de plus dans un ensemble qui nous inclut, n'est-ce pas? Un vecteur de plus. Alors, effectivement, il y a des visions un peu romantiques, un tout petit peu New Age, je ne sais rien, optimistes, dans lesquelles on parle de les dialogues avec les autres espèces, avec l'écosystème, n'est-ce pas? Mais la gravité, la profondeur de dire, mais comment nous pouvons nous concevoir en tant qu'un vecteur parmi des vecteurs, vous comprenez? Donc, non pas respecter la nature, non pas que l'être humain va respecter les autres espèces, ou va respecter les fleuves, ou va respecter la forêt, sinon que la réinclusion de l'être humain, de l'espèce humaine, dans le dispositif, se passe comme dans un parallélogramme de force, n'est-ce pas, dans la physique mécanique, troisième, dans lequel il y a des vecteurs, et l'émergente, la résultante, ne dépend pas d'un vecteur ou de l'autre, n'est-ce pas, c'est-à-dire la résultante a une certaine autonomie. Alors, bon, effectivement, dans le retour de l'exil avec Bastien, on a travaillé ça, l'idée de ces retours, et l'idée du rapport donc nécessaire tout à coup avec tout ce qui peut échapper à cette utilisation déraisonnable de la raison à laquelle on avait cédé. Vous voyez, c'est-à-dire on peut dire que dans la modernité, il y a eu une utilisation déraisonnable de la raison qui, d'un point de vue cartésien, platonicien, négligeait les corps, négligeait les affects, n'est-ce pas, et opposait de façon manichéenne le rationnel à l'irrationnel. Alors évidemment, cette rationalité qui s'oppose à l'irrationnel et qui essaie de gagner cette guerre,
et la base de la bipolarité qui aujourd'hui est critiquée de tous les côtés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on voit bien que de tous les côtés, on n'arrive plus à penser les mondes en termes de bipolarité, que ce soit bipolarité de genre, que ce soit bipolarité culture, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on voit bien que toutes les taxonomies sont questionnées, et la complexité veut dire ça. La complexité veut dire qu'il n'y a pas de bipolarité qui peuvent être pensées en termes linéaires, en termes simples. La complexité veut dire qu'effectivement, les systèmes sont des systèmes qui incorporent des contradictions non polarisables. Alors, effectivement, un des défis, effectivement, est celui d'un autre rapport avec les sens communs. Il s'avère que nous, dans les collectifs, avec Edith Charlton, on avait même écrit un bouquin à l'époque, on avait travaillé sur les sens communs, en essayant de voir, c'est-à-dire de quoi étaient porteurs les sens communs, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, effectivement, la question du sens commun redevient d'une façon beaucoup plus forte parce qu'on voit bien que face à la critique à la rationalité occidentale, etc., il y a une revendication de l'irrationnel. Et nous, on voulait déjà à l'époque, effectivement, travailler la question de la rationalité dans un ensemble complexe, non pas en opposant le rationnel et l'irrationnel, mais en pensant un système plus complexe dans lequel la rationalité doit pouvoir apprendre à cohabiter avec les affects, l'imaginaire, le non-pensable, n'est-ce pas? Et aussi elle-même, la rationalité ne pouvait plus rester dans les limites que la modernité l'avait fixées, qui étaient des décrétés qui étaient rationnels, l'analytiquement prévisible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça, c'est quand même un des axes de la rupture épistémologique de 1900, c'est qu'on ne peut plus considérer que l'ensemble de la rationalité doit rester limité par la prédictibilité. Pourquoi? Parce qu'il va apparaître le hasard, va apparaître l'aléatoire, va apparaître les non prédictibles, non pas comme l'irrationnel, mais comme c'est avec quoi il faut compter. Alors, dire que c'est avec quoi il faut compter, c'est une chose, les faire et vivre avec ça, c'est très compliqué. Alors donc, après, nous avons travaillé avec Bastien, ce qui nous approche donc au sujet de ce soir, on a dit, mais comment on pense ces vecteurs-là? Comment on pense les autres vecteurs du système, si l'humain n'est pas le seul vecteur? Comment on pense ça? Qu'est-ce qui agit, n'est-ce pas? Et alors, certaines personnes parlent de l'émergence de nouveaux sujets, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut considérer que peut-être les espèces, ou l'écosystème, ou le fleuve seraient à considérer comme des sujets. Et nous, on a préféré ne pas garder les termes de sujets parce que les termes de sujets, quand même, d'abord, est trop connoté, deuxièmement, implique encore, s'il y a un sujet, il y a des objets, n'est-ce pas? Or, pour penser la radicalité de ces nouveaux dispositifs, pour le moment inexistants, mais ces nouveaux dispositifs qui est un défi, de comment nous penser incorporer un dispositif dans lequel il y a d'autres vecteurs que nous, eh bien, on a préféré appeler ça, et c'est le titre qu'on a mis dans le bouquin, les nouvelles figures de l'agir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui agit? Qu'est-ce qui agit? Alors, qu'est-ce qui agit? Ça veut dire qu'il faut encore, dans le sens d'un système avec des vecteurs, je dois dire, bon, d'accord, je ne peux plus penser le monde que j'habite et mon mode d'habiter le monde, je n'ai plus les penser en termes de la totalité qui dépend d'une conscience, d'une compréhension totalisante. Je dois avoir une sorte de prudence, non, et d'humilité quelque part, non, de dire je dois pouvoir penser mon acte en tenant compte ce que je peux connaître des autres figures qui agissent, des autres vecteurs, plus en tenant compte mon incapacité de connaître la résultante. Et ça, c'est un sacré bordel pour les êtres humains, n'est-ce pas, pour les occidentaux que nous sommes. Parce que agir en disant j'ai fait A, B, C, mais je ne peux pas définir qu'est-ce qui va résulter, qu'est-ce qui va venir, pour nous c'est très compliqué. Il s'avère que, ni plus ni moins qu'en 1650-60, Spinoza dit ça. Spinoza, il va dire
parfois je peux agir très bien, et ce qui va résulter, c'est un mal majeur. Et parfois je peux agir très mal, il va advenir un bien. N'est-ce pas? Et vous imaginez qu'à l'époque, malgré la position critique envers le cartésianisme, envers son côté qu'on appelle les lumières ombres, on appelle la démarche spinoziste, personne ne pouvait entendre ça dans le XVIIe siècle. Personne ne pouvait entendre que l'acte humain était un acte qui ne pouvait absolument pas prétendre à prévoir ce qui allait résulter de son acte. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, nous, quelques siècles plus tard, nous ne pouvons pas éviter ces défis, cette catastrophe aussi, à la fois pour les Occidentaux que nous sommes, de dire, eh bien non, nous ne pouvons pas prévoir la résultante de nos actes parce que nous sommes, pour le dire comme ça, dans la situation 1, je ne peux pas prévoir quelle incidence aura mon acte dans la situation 2. Il y a cette imprédictibilité. Bon. Alors, en travaillant là-dessus, effectivement, qu'est-ce que nous avons trouvé? Ce que je disais au départ, Bastien et moi, nous, on est en train de travailler depuis quelques années la question des nouveaux sujets, des nouvelles figures, de cette idée de comment on peut garder une rationalité qui à la fois fait dans cette altérité totale, non, l'altérité de l'affectif, de l'imaginaire, mais altérité aussi des autres espèces, altérité de l'écosystème, n'est-ce pas? Comment on fait? Et là, on a trouvé tout bêtement que des juristes, depuis une vingtaine d'années, commencent à parler de façon, au moins nous, on était au courant que depuis une vingtaine d'années, commencent à parler de nouveaux sujets de droit. Et ma rencontre, moi personnellement, c'était un jour, j'étais à Buenos Aires, et j'apprends qu'on avait donné, on avait nommé comme personne juridique, c'est-à-dire comme sujet de droit, non, à un grand singe du nord-est de l'Argentine. Non, c'est-à-dire que tout à coup, on disait, voilà, ces singes-là, c'est pas qu'on allait les donner des droits comme l'SPA peut donner des droits, de dire les droits de ne pas être maltraité, n'est-ce pas? On octroie des droits. Ça a toujours été comme ça, toujours il y a eu des discussions. Est-ce qu'il faut octroyer des droits? Est-ce qu'on peut maltraiter son animal de compagnie? Non, là, il ne s'agit pas de ça. N'est-ce pas? Là, il s'agit de que tout à coup, des fleuves, des forêts, une île, certains animaux, certaines espèces vont être considérés comme des sujets de droit. Alors, la première chose qu'on se dit, mais comment est-ce que les fleuves, la forêt, ou même le guénon allaient venir plaider au palais de justice? Et la réponse un peu simpliste sur laquelle va revenir Géraldine, qui travaille là-dessus en tant que juriste et chercheuse, la réponse était, il n'y a aucun problème parce que de la même façon qu'un fou, qu'un handicapé, que même quelqu'un qui soit dans les communs reste sujet des droits et il est représenté, eh bien il y aura des représentations. C'est compliqué, c'est pas si évident que ça, mais la réponse immédiate c'était un peu ça. Bon. Alors juste pour expliquer un tout petit peu de quel côté va notre recherche, alors effectivement Géraldine m'avait contacté en me demandant de participer à un livre qu'elle dirigeait. On s'est connus, on a commencé à travailler à partir de là. Mais je voulais donc donner juste quelques idées pour après discuter entre nous. Il s'avère que pour comprendre un tout petit peu ces mouvements de la modernité et la fin de la modernité, depuis peu de temps, je travaille avec, pas avec lui parce qu'il est mort, mais avec les travaux d'un philosophe argentin qui s'appelle Rodolfo Kusch. Non? Alors, Rodolfo Kusch est les fondateurs de ce qu'on appelait la philosophie de la libération en Argentine et après en Amérique latine, et c'est ce qui après a donné toutes les tendances décolonisatrices, non, les tendances décolonisatrices qui plus tard vont s'articuler avec la théorie du genre. Bon. Alors, Rodolfo Kusch est quelqu'un qui a travaillé surtout avec les Indiens du Nord-Ouest, que c'est exactement
par hasard, absolument. C'est la région où je travaille beaucoup, où je vais beaucoup, la région que je connais le mieux peut-être en Argentine, mis à part Buenos Aires, qui est le nord-ouest de la frontière avec la Bolivie et la Bolivie. Et bon, ça m'avait beaucoup touché déjà ça. Alors qu'est-ce qu'il va dire Rodolfo? Rodolfo va dire, à vrai dire, l'Indien, alors l'Indien c'est la figure quand même de tous ceux qui ne sont pas entrés dans la modernité. N'est-ce pas? Alors on va dire, l'Indien, il va l'appeler l'Indien par rapport à l'occidental, blanc, etc. Il va nommer l'Indien ceux qui sont du côté des non-êtres. Parce que l'être est blanc, scientifique, rationnel. Il va établir cette distinction. Il va dire, pourquoi les non-êtres? Parce qu'ils sont rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas, c'est pas qu'ils sont une particularité. Au mieux, l'Indien est celui que, comme Las Casas le voulait, était un humain à l'humanité incomplète. Vous voyez? Et les pays du tiers-monde sont des pays en voie de développement. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'être est un, est monolithique, et tous les autres se situent par rapport à cet être-là. Et alors Couch va dire, la seule libération, la seule émancipation possible est en se situant dans une sorte de non-être. Nous, on est ce qui n'ont rien à voir avec ça, le non-être. Et alors il va faire une distinction, il va dire, il va situer l'Indien du côté effectivement de la campagne, la forêt, etc. Et il va dire, l'Occident va constituer ces passages historiques qui me semblent très clairs, non? C'est une image très claire, on va dire, l'Indien a peur des dieux. N'est-ce pas? Alors, par l'Indien, il faut entendre les Chinois, les Africains, tous ceux qui ne sont pas occidentaux, blancs, mâles, comme le décrit Descartes. Non? Alors, on va dire, l'Indien, il a peur de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est les dieux de l'Indien? Les dieux de l'Indien, ce n'est pas les dieux comme on imagine dans les monothéismes. C'est un peu proche peut-être de l'Olympe grec. Bon. Pourquoi? Parce que les dieux sont les forces de la nature. On va dire, l'Indien, il a peur de la tempête, de l'éclair, de l'inondation, de la chaleur. Bon. L'Indien, il a peur de ces forces, non? De ces forces qui les dépassent et par rapport auxquelles essaye un tout petit peu de négocier dans une vision sacrificielle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le sacrifice, c'est ce qui lui permet une certaine négociation avec les dieux, n'est-ce pas? Mais l'Indien, donc, il vit dans un monde qui est quelque part complet en lui-même, n'est-ce pas? Dans lequel il est inclus, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'est pas sujet du tout de ce monde-là. S'il y a un sujet à penser, ce sont les dieux, n'est-ce pas? Les dieux auxquels il le doit des sacrifices, des déférences, etc. Il va dire, en revanche, l'homme occidental, il va construire des villes, il va s'enfermer dans les villes, et ce que nous dirait nous la modernité, lui dit l'homme occidental, il va aller dans la ville, et dans la ville, on change la peur de Dieu pour la peur de l'homme. Vous comprenez? La peur de l'homme. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que tout à coup, dans la ville, on dit, c'est les hommes qui font le monde, c'est les hommes qui sont les sujets, n'est-ce pas? C'est les hommes qui sont les sacrés. Hein? C'est l'homme qui apparaît comme sujet de la chose. Eh bien, cet homme sujet de la chose fait que dans la ville, l'homme de la modernité, va remplacer les dieux pour l'homme, n'est-ce pas? La sacralisation de la société. Chose qui donne une sorte d'optimisme total parce qu'on se dit, d'une certaine façon, puisque c'est l'homme le sujet, bah, nous pouvons tout changer. Nous pouvons tout changer. C'est-à-dire que l'homme de la modernité, l'homme de la cité, de la ville, comme elle dit Couch, est l'homme qui est tout à coup un projet. Il va opposer deux modes d'être, en espagnol, parce qu'il n'y a pas de traduction française, il va opposer l'homme de l'estar siendo, je ne sais pas si c'est compréhensible, l'homme de l'estar siendo, à l'homme del ser.
que debe ser y il désire être quelqu'un, mais il n'est pas, n'est-ce pas, que c'est le propre de la temporalité moderne, non? C'est-à-dire c'est une temporalité historiciste et téléologique dans laquelle on est toujours en devenir, mais on n'est jamais là, non? Maintenant, il va dire, et l'indio, lui, il est là, il est là, non? Bon, alors, effectivement, pour reprendre ces catégories couchiennes qui à moi me plaisent bien comme image, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet homme que nous sommes, homme et femme, non même homme, parce que pour Descartes, c'est l'homme mâle, non? Alors, pour cet homme de la ville, ce qui s'est passé avec la crise de l'anthropocène, avec la crise de notre société, de notre culture, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, il ne peut plus garder l'illusion de qu'il n'a qu'à avoir peur que de l'homme. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui explose. C'est-à-dire que l'homme de la ville se rend compte qu'il y a des vecteurs non maîtrisables. Alors, effectivement, c'est ça, quelque part, l'optimisme, vous voyez, des complotistes de tout poil. Vous voyez, le complotiste est quelqu'un qui va se dire, il y a quelqu'un qui dirige la chose. N'est-ce pas? Et alors, en ça, il garde l'optimisme moderne parce qu'il va dire, non, tout ce bordel, il y a quelqu'un qui le dirige, et si on met, si je suis calife à la place du calife, je pourrais changer les choses. Mais bon, ça reste très marginal et irrationnel. Ce qui se passe pour l'homme de la ville, pour l'homme moderne, c'est que tout à coup, il se rend compte qu'absolument pas, qu'il y a des vecteurs qu'on ne peut pas maîtriser, qu'il y a des vecteurs qui sont tout à fait autonomes de notre volonté, dont, de notre point de vue, le principal ne sont pas ni les arbres, ni les fleuves, ni les guénons, c'est la dimension algorithmique qui éclate absolument les modes d'agir des humains. De par la délégation des fonctions, non, des fonctions sociales, individuelles, économiques, sociologiques, cette délégation des fonctions vers les mondes algorithmiques fait que, effectivement, l'homme de la ville, depuis maintenant une trentaine, quarantaine d'années, à niveau donc du sens commun, on a cette vision des cauchemars de nous rendre compte que c'est un tout petit peu, vous voyez, c'est ça qui fait que le phénomène de la non-croyance dans des hommes politiques, la non-croyance dans les leaders, etc., ça a à voir avec ça, vous voyez, il y a quelque chose de très profond, non, qui est le fait de ne plus penser du tout, ne plus croire du tout que c'est les hommes qui pourront tout changer. Après, bon, effectivement, comment ça se décline ça? On dit c'est parce qu'ils sont corrompus, c'est parce qu'ils racontent n'importe quoi, c'est parce qu'ils sont idiots. C'est sûr qu'ils sont corrompus, idiots, ils racontent n'importe quoi. Mais les retraits de toute confiance vers la classe politique, vers les partis politiques, vers les idéologies, a une raison beaucoup plus profonde, qui est qu'effectivement cet homme de la ville, comme dit Couche, qui tout à coup n'a peur que de l'homme, se rend compte que non, parce qu'avoir peur que de l'homme, ça veut dire aussi avoir la foi dans l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, il se rend compte que non, que pas du tout. Ça se rend compte que, vous voyez, ça se décline, se dit de différentes façons. On se dit, les vrais centres de pouvoir ne sont pas dans le gouvernement, ni dans l'Assemblée, les vrais centres de pouvoir, vous voyez, vous votez pour qui vous voulez, mais de toute façon, donc, cette impuissance des hommes pour résoudre les problèmes des hommes se décline grosso modo de façon caricaturale en deux attitudes. Une, cette sorte de pessimisme et crainte totale, et deux, les différents types de fanatisme, non, qui cherchent d'une façon ou d'une autre à rétablir un rapport dans lequel, si on pouvait vaincre un tel ou un tel, les choses pourraient aller. Alors, effectivement, au milieu de ça, c'est que, voilà, si on a commencé à travailler avec Géraldine, c'est effectivement parce que il existe quand même cette illusion peut-être, non, de que on pourrait penser cette réinclusion du vecteur humain dans les systèmes
avec un ajustement du juridique, n'est-ce pas, de la loi. On pourrait peut-être, ça serait une voie peut-être, non, certains pensent, de trouver un modus vivendi, non, avec les autres vecteurs, en passant par le juridique, c'est-à-dire si je peux considérer l'autre vecteur non humain, les vecteurs non humains, comme des sujets. Alors c'est pourquoi, voilà, ce que je voulais, c'était juste expliquer comment nous sommes arrivés à commencer à travailler avec Géraldine sur cette problématique-là, parce qu'effectivement, c'est une des formes de manifestation de cette crise, et peut-être à la fois un piège ou une illusion dans le sens de ce qui pourrait être résolu par les juridiques. Alors, peut-être, je peux juste dire un mot. Tu dis ce que tu veux, vas-y, bien sûr. Ce que tu dis, Miguel, tu dis cette perte, effectivement, de confiance envers l'humain, et en même temps, justement... Vous pouvez parler devant le micro, s'il vous plaît. Et en même temps, ce recours au droit, justement pour faire advenir des non-humains en tant que sujet de droit, c'est au contraire un appétit et une forte confiance dans le droit qui est porté, qui est une institution portée par des humains. Donc, au contraire, j'ai l'impression que ça vient contrebalancer cette idée-là, qu'il y a une perte de confiance. C'est qu'au contraire, on va chercher dans le droit à intégrer de nouveaux sujets de droit. Donc, c'est par le droit que ça passe. Si, absolument. Il y a une confiance, mais c'est comme une sorte, tu vois, de reculade avant de sauter, ouais. Tu comprends? C'est-à-dire, on dit, ok, on n'est pas les seuls vecteurs, non, on n'est pas les seuls vecteurs. Il y a d'autres vecteurs, mais on va donc lui donner une forme juridique, donc une forme qui reste humaine. Parce que justement, le droit, à chaque fois, vient pointer, en fait, là où on veut agir et contre quoi il faut se prémunir, justement. Oui. Donc peut-être, effectivement, ça irait dans ce sens-là. Non, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand même, en essayant de donner une réponse juridique... On interdit le meurtre, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a cette pulsion en l'homme de vouloir tuer. Ouais. Donc là, on veut introduire les sujets de droit, les non-humains en tant que sujet de droit, parce qu'on sait qu'il y a cette tendance de l'humain à s'exclure, à s'extraire de la nature et à créer un lien qui est d'extériorité. Si, mais il y a une sorte d'optimisme un peu naïf, non? C'est-à-dire parce que c'est quand même une réponse humaine au défi qui dit non, ce n'est pas l'humain le sujet. Non, parce que c'est très difficile de penser l'humanité en tant qu'un vecteur. C'est-à-dire que quand vous êtes un Indien Mapuche, ou Guarani, ou Quechua, et vous vivez dans une communauté traditionnelle, etc., l'idée de que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec la terre, par exemple, la Pachamama, c'est une idée qui structure la pensée et l'agir. L'idée de que ce n'est pas vous qui allez décider avec des avions qui jettent, je ne sais pas quoi, vous savez maintenant, pour faire pleuvoir. Bon, cette idée ne vous passe pas, c'est-à-dire vous devez vous adapter au fait que la pluie, l'éclair, l'inondation, vous voyez, vous faites avec ça parce que vous pensez inclus dans le système. Le problème, c'est pour nous. Sauf que nous, on est 85% de la planète. Les hommes et les femmes qui vivent dans des villes et sur les modes que Couche appelle des lettres, n'est-ce pas? Couche va dire, dans la ville, les hommes ont des rapports avec des objets. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils deviennent sujets, alors il y a des objets. Et c'est vrai que si vous allez dans n'importe quelle communauté traditionnelle qui vit tranquillement à Jujuy, en Bolivie, c'est vrai qu'il n'y a pas des objets. Il n'y a pas des objets. Il y a des choses qu'on fabrique, qu'on fait, mais comme prolongation dans l'agir. Et ce qui est effrayant, c'est que le seul objet qui massivement est arrivé, même dans la dernière tribu de l'Amazonie, en Bolivie, dans la Puna, je sais pas, partout, bah c'est les téléphones portables, les smartphones, vous voyez. C'est-à-dire que c'est quelque chose bon, c'est notre problème qu'on peut revenir. Mais alors, du coup, peut-être, avant de reprendre la discussion qui s'est engagée, d'ores et déjà, je voulais quelques idées pour compléter ce qu'a dit Miguel, et puis éventuellement on pourra
revenir dessus lors de la discussion. Effectivement, ce qu'on a appelé le retour de l'exil, en fait, signifie ni plus ni moins la fin de ce que Foucault appelait l'époque de l'homme. C'est-à-dire l'époque de l'homme qu'il faut comprendre comme ce dispositif à travers lequel l'homme, en tant qu'ensemble culturel et social, va progressivement occuper la place de la divinité, la place du sujet de l'histoire, et au passage, d'ailleurs, déloger la figure qui occupait jusque-là cette place, en l'occurrence Dieu. Et donc, effectivement, ça correspond à ce moment où, à la transcendance de la justice divine, se substitue la recherche de la justice sociale comme finalité de l'engagement humain. Finalement, on pourrait dire que l'au-delà descend sur Terre, et à la désacralisation des cieux succède la sacralisation de l'homme, de la société, et de tout ce qui touche au social. Donc Miguel a démarré, je crois, l'introduction aussi en évoquant cette place particulière quand même dans la modernité qui est faite à l'homme, et je vais essayer de revenir rapidement sur les conséquences que va avoir la fin du paradigme de l'homme, en tout cas de l'homme en tant que sujet de l'agir dans le paradigme humaniste. Simplement, préciser encore que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Occident, effectivement, s'est construit, s'est fondé autour de la découpage et de la construction de cette figure du sujet de l'agir, de l'homme qu'il faut comprendre, le sujet, il faut le comprendre, comme on le disait, dans la cosmogonie moderne, c'est-à-dire dans la dyade, dans ce dualisme qui pose d'un côté l'homme sujet, le monde objet, nature, culture, voilà. C'est pour ça que quand on précise sujet, il faut bien comprendre que c'est le sujet dans le sens d'une forme historique et culturelle. Donc la modernité s'est construite autour de cette figure de l'homme sujet de l'histoire qui correspond peu ou prou finalement à l'homme de Descartes. Autrement dit, un mâle, ni trop vieux, ni trop jeune, ni malade, ni fou, ni endormi. Un homme qui va être progressivement débarrassé de toutes ses qualités, de toutes ses pulsions, de tous ses désirs, de tous ses tropismes, pour se réduire finalement à la conscience qui va passer durant la modernité pour le moteur principal de l'agir. Et cette humanité conscientisée devait dès lors effectivement pouvoir se débarrasser de tous les jougs et puis réaliser ce qu'on appelait l'utopie de la fin de l'histoire. Donc l'homme va se donner comme tâche finalement qui était, comme je ne sais pas si c'est Foucault qui le dit, mais l'homme devenu à la fois prophète, son propre prophète et son propre messie, va se donner comme tâche d'accomplir sa propre émancipation en disciplinant et en maîtrisant le réel et son devenir. Alors, la dissolution de ce sujet de l'agir, la dissolution de l'homme, en tout cas en tant que sujet de l'agir de l'humanisme, du paradigme humaniste, va avoir des conséquences dont je pense d'ailleurs qu'on n'a pas fini de faire l'inventaire. Moi, je voudrais juste revenir sur deux d'entre elles qu'on a évoquées, notamment dans le bouquin sur les nouvelles figures. La première, et je pense qu'on va en reparler avec Géraldine, c'est qu'elle nous projette finalement, elle nous jette dans une période qu'un sociologue italien d'ailleurs a qualifié, qui s'appelle Isacco Turina, il m'excusera si j'ai écorché son nom, donc que sociologue italien a qualifié, je trouve ça très juste, d'incertitude ontologique. Et on voit effectivement que aujourd'hui il y a un certain nombre de candidats, de prétendants qui se bousculent pour occuper la place que l'homme a laissée libre. Alors parmi ces candidats on peut citer bien sûr l'intelligence artificielle, et même plus précisément cette nouvelle singularité qui est promue par les transhumanistes et les technoprophètes de la Silicon Valley. On peut également citer les divers fondamentalismes religieux et identitaires. On peut aussi citer les mouvements antispécistes, et puis évidemment sans oublier l'homme lui-même, qui n'a pas dit son dernier mot et prétend finalement occuper, en tout cas repartir pour un nouveau mandat. Alors évidemment, quand je cite ces divers courants, il ne s'agit pas
ne s'agit pas de dire qu'ils partagent tous un même socle idéologique, hein, bien évidemment. Mais finalement, tous aujourd'hui prétendent, alors certains de manière, c'est vrai, un peu violente, même très violente, imposer finalement un nouvel ordre ontologique. Alors qu'il s'agisse finalement de rétablir une certaine hiérarchie naturelle de l'être, avec au sommet de la pyramide Dieu, ou bien au contraire d'aplanir cette hiérarchie en effaçant les frontières entre les espèces, et ce qui est finalement aujourd'hui les revendications de ce mouvement qu'on appelle l'antispécisme. Donc on reviendra justement, je pense avec Géraldine, sur la manière dont aujourd'hui cette espèce de brouillard ontologique aussi a des répercussions dans les systèmes juridiques, en quoi l'évolution même du droit y participe, ou au contraire en est un des symptômes. Une autre conséquence de cette dissolution du sujet de l'agir moderne se manifeste, je vais essayer de faire court, de ne pas trop m'attarder là-dessus, mais ça me semble important de revenir quand même pour la suite des discussions, mais se manifeste à travers aussi deux autres tendances. La première qu'on pourrait qualifier, et Miguel l'a évoqué à la fin de son intervention, effectivement d'entrer dans l'ère de ce qu'on pourrait appeler l'avènement de la post-politique. Alors, c'est un terme qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pas un terme qu'on a proposé, hein, c'est un terme qu'on reprend dans le sillage d'autres auteurs. C'est un terme qui est souvent utilisé justement pour désigner l'incapacité aujourd'hui de nos instances politiques classiques, celles dont s'est dotée la modernité, à contrôler et à réguler la toute-puissance des superstructures économiques, à commencer par la finance, mais aussi évidemment la toute-puissance aujourd'hui de la technique et de la technologie, qui conditionne de plus en plus nos modes d'existence et modifie jusqu'à la matérialité même du monde. Alors nous, quand on parle de politique, et sans d'ailleurs que ça contredise ce type d'analyse, c'est vrai qu'il faut entendre la politique non pas dans son sens gestionnaire, son sens de gestion, mais vraiment là encore une fois en tant que forme culturelle et historique propre à la modernité, c'est-à-dire la politique qui incarne ce champ de la transcendance, hein, cet espace de totalisation et de convergence de tous les processus vers cet axe historique, vers ce sens de l'histoire, ce sens global, à partir duquel tout changement était possible. Donc pendant 2 siècles, le paradigme de l'agir va rester en quelque sorte un petit peu prisonnier du monopole du politique, qui va devenir, s'imposer comme la grille de lecture et de compréhension de tous les mouvements sociaux. Et on peut dire finalement que, au moins, je pense, jusqu'à la fin du XXe siècle, la politique, donc encore une fois, non pas dans son sens gestionnaire, mais j'ai presque envie de dire dans son sens quasiment anthropologique, mais la politique va incarner la manifestation de l'action de l'instance sacrée, autrement dit, l'homme, la société. Donc finalement, dès lors qu'on fait le constat de la fin de l'époque de l'homme, hein, de la disparition de ce sujet de l'histoire, et d'ailleurs, je crois que dans l'introduction des figures de l'agir, on posait la question, si l'homme ne fait plus l'histoire, la question est de savoir qu'est-ce que l'homme peut faire dans l'histoire, hein, c'est-à-dire l'homme en tant que vecteur parmi d'autres. Mais dès lors qu'on fait effectivement le constat de la fin de ce sujet de l'histoire, de la fin de ce sujet de l'agir, évidemment la post-politique est un corollaire qui tombe de son propre poids. Et finalement, la disparition de l'homme en tant que sujet de l'histoire implique aussi la disparition de la promesse que l'homme s'était faite à lui-même de parvenir à une société de justice sociale. Et donc finalement, la post-politique, même si on peut aujourd'hui en pratique effectivement voir très bien ces mécanismes aujourd'hui de perte de confiance, de dépolitisation des masses, aujourd'hui encore on regrette, ou encore ces mécanismes aussi d'extrême moralisation de la vie politique, hein, finalement la politique, tout discours de la transcendance a disparu, toute promesse de transcendance a disparu du discours politique, où aujourd'hui des hommes politiques qui soient de gauche comme de droite nous promettent non pas l'avènement du royaume du bien, mais plutôt l'accès au bonheur individuel. Donc finalement, c'est davantage cette disparition, effondrement de tout horizon de dépassement, de tout horizon d'émancipation, plus que l'éventuelle victoire, ou la victoire supposée de l'hégémonie néolibérale, qui selon nous marque, nous, réellement, l'entrée dans cette ère de la post-politique, qui pose évidemment des questions fondamentales
par rapport à l'agir et à l'échelle de l'agir et depuis où on agit. Une autre conséquence aussi que je voulais évoquer avant de passer la parole à Géraldine, qui est que cette désacralisation du social entraîne aussi aujourd'hui une désacralisation du corps. J'ai dit, la singularité de la modernité, effectivement, est d'avoir élevé l'homme au rang de la divinité. Et en cela, effectivement, les modernes ont violé ou contredit ce qui était dans la plupart, même je pense, dans la quasi-totalité des cultures non modernes, des cosmogonies non modernes, un interdit où toutes ces cultures mettaient en garde contre la tentation pour l'humain d'occuper la place du sacré, de convoiter le secret des dieux, ou de construire des tours pour se dresser à la hauteur des divinités. Il y a finalement une sorte là d'un variant anthropologique qui dit que le sujet de l'agir, la divinité, est intouchable. Et d'ailleurs, seul un personnage investi d'une autorité symbolique, le prêtre, on peut dire même d'abord le chaman, le sorcier, et en tout cas pour ce qui est de l'Occident chrétien, le prêtre, était autorisé à s'occuper des choses sacrées au-delà, en théorie, en principe, de toute subjectivité ou de tout intérêt personnel. Alors, la modernité va opérer un renversement historique et inédit finalement de cet interdit, puisqu'en sacralisant l'homme, finalement ce principe d'intouchabilité va se déplacer vers le corps. Et on va assister à une sorte de sécularisation du rôle du prêtre vers le médecin qui va devenir le nouveau gardien du temple. Et le médecin va être celui qui sera autorisé à toucher, à explorer le corps, tout ça dans un contrat à la fois implicite et formalisé, le serment d'Hippocrate, où effectivement cette proximité avec le corps, donc avec un corps aussi qui redevient chair, mais que cette proximité avec le corps, que cette intimité ne se transforme pas en promiscuité. L'autre conséquence de cette sacralisation du corps, elle va être la mise au ban finalement de toute forme de mutilation, de toute forme de marquage ou de modification du phénotype. Et là, je vous renvoie, notamment, je crois, c'est dans les premières pages de Surveiller et punir de Foucault, qui évoque, je crois, à partir de cette scène, François Robert Damiens, je crois, qui est accusé de régicide, qui est un des derniers suppliciés de parricide, oui, bon, qui était un des derniers suppliciés écartelés de régicide. Il me semble que c'est régicide. Oui, c'était Damiens chez régicide. Oui. Donc qui a été le dernier en 1757, qui a été le dernier effectivement supplicié écartelé en place de grève. Et effectivement, Foucault évoque cette scène pour expliquer en quoi progressivement, effectivement, le corps ne sera plus la scène de la répression pénale. Et donc effectivement, martyriser le corps, torturer le corps, va basculer, ne sera plus considéré comme des pratiques acceptables et va même devenir un interdit, une frontière, enfin en tout cas une frontière qu'on ne peut pas dépasser. C'est un interdit inviolable, inavouable en tout cas, inavouable. Et alors, là, 2 minutes sur la torture, parce que effectivement l'évolution de la torture depuis une cinquantaine d'années est une clé aussi pour comprendre les transformations que traverse notre époque. Tout au long du XXe siècle, il va sans dire que les démocraties occidentales, mais aussi de manière peut-être plus surprenante, les dictatures, y compris les plus sanguinaires, que ce soit les juntes militaires en Amérique du Sud, que ce soit les divers totalitarismes européens, mais que ce soit aussi les régimes autocratiques africains, vont finalement pouvoir reconnaître et même assumer publiquement les pires exactions, l'arrestation sommaire de dissidents, leur exécution, vont pouvoir d'une certaine manière, sans être trop inquiétés, assumer ou en tout cas vivre tranquillement avec ça. Mais il y a une chose
qu'ils refuseront obstinément de reconnaître, c'est la torture. Parce que la torture, finalement, impliquait, torturer signifiait de briser la scène de l'humain. D'une certaine manière, ça supposait de remettre en cause l'ordre de la société civilisée. Et le tortionnaire, comme le supplicié, devait rester dans les coulisses, devait rester, si vous voulez, de l'autre côté du décor de l'humanité. Donc il y avait une sorte, là, encore une fois, de frontière entre l'humain et l'inhumain, dont le dépassement, même si effectivement on a torturé, mais dont le dépassement n'était pas assumé. Et pourquoi j'évoque ça parce que tout simplement, regardez aujourd'hui ce qui se passe, même depuis quelques années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je ne vais pas dire plus aucun problème à reconnaître la torture, mais tout le monde aujourd'hui est au courant que l'armée américaine, les agences états-uniennes ont torturé à Guantanamo, ont torturé à Abu Ghraib, que l'État américain, enfin le gouvernement américain lui-même a reconnu et même affirmé la légalité de ce qu'il appelait, je crois, des techniques d'interrogatoire poussé. Regardez aujourd'hui le statut de la torture dans les diverses expressions de divertissement, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit aussi certaines fictions comme les séries télé, je pense à 24 heures chrono, dans certaines fictions cinématographiques comme Zero Dark Thirty qui raconte l'histoire de la traque de Ben Laden, et on voit évidemment des gentils américains torturer allègrement des méchants, alors que ça veut dire que la torture était absente du cinéma, mais la torture avant dans le cinéma était toujours l'arme des régimes policiers, était toujours l'arme de sombres officines mafieuses. La torture était toujours mise du côté du mal. Et aujourd'hui, on assiste à une banalisation de la torture qui d'ailleurs est confirmée par un certain nombre de sondages qui ont été faits notamment par la Croix-Rouge et qui montrent bien qu'y compris dans les pays en guerre dans lesquels la torture est pratiquée, eh bien, il y a une acceptabilité de plus en plus grande de la torture. Et donc, pourquoi j'évoque ça? Parce qu'effectivement, c'est sans doute l'un des symptômes que la disparition, en tout cas la dissolution, cette désacralisation du social, cette désacralisation du corps, et bien qu'avec cette désacralisation, le corps redevient chair. Et si le corps est intouchable, la chair, elle est touchable, elle est modifiable. Et aujourd'hui, ça s'exprime aussi par cette tendance forte qui consiste à mettre en forme la chair. Hein. Vous voyez littéralement la profusion aujourd'hui des salles de sport, des salles de fitness, où il s'agit littéralement de conformer la chair, de la rendre performative, adaptative. Le corps devient aujourd'hui une matière première, une ressource à faire fructifier. Il s'agit de conformer son corps à l'identité, à l'image qu'on a de soi. Le corps devient une sorte de ressource, oui, de matière première, jusqu'à effectivement aujourd'hui revendiquer le droit à changer son phénotype au nom de l'affirmation de soi, au nom de l'affirmation de son identité. Et d'ailleurs, l'identité, l'intériorité, aujourd'hui, ce travail, il y a vraiment une production de soi à travers la production de son identité, que cette identité se travaille de plus en plus en extériorité, à travers le corps. C'est-à-dire que le corps qui est envisagé aujourd'hui, c'est un corps sans intériorité, c'est un corps qui se réduit simplement à des fonctionnements qu'on peut modifier et transformer, et que cette intériorité aujourd'hui implique un travail qui va vers l'extérieur. En témoigne l'épidémie de tatouage qui ressemble de plus en plus à finalement à des murs Facebook, dans lequel effectivement on affiche, on fait de sa vie un récit, on fait de sa vie une œuvre d'art qui s'affiche sur le corps. Alors, cette désacralisation du corps, ce retour effectivement à un corps chair, à un corps modifiable, transformable, certains pourraient dire effectivement, si on prend, alors je vous renvoie là notamment un sociologue, je crois qu'il s'appelle David de Breton, je sais pas si, voilà, qui a travaillé ce sujet-là. Pour vous donner juste un dernier exemple, et je vois que l'heure tourne. Vous prenez les punks dans les années 70, effectivement, les
peine pratiquer la mutilation, pratiquer le marquage, pratiquer allègrement le piercing, mais que cette mutilation du corps, cette haine du corps, c'était pour exprimer une haine du social. D'accord ? C'était un acte fondamentalement politique, un acte fondamentalement subversif. Aujourd'hui, le corps est devenu une affaire personnelle. Voilà, mon corps est devenu une affaire personnelle, mon corps est devenu une petite entreprise à faire fructifier. Que ce soit d'ailleurs y compris par les régimes alimentaires qui nous promettent effectivement d'améliorer le fonctionnement de notre corps, tout ça dans un rapport finalement assez agrégatif. Alors, bon, puis je crois que c'est quelque chose qu'on évoque par ailleurs, mais effectivement, là encore, je crois que David de Breton s'y évoque, par exemple, lorsque dans les années 70, le courant féministe, effectivement, les femmes affirmaient « mon corps m'appartient », à aucun moment il s'agissait d'affirmer que mon corps m'appartient comme je suis propriétaire d'une maison, comme je suis propriétaire de mon salon, donc je peux finalement modifier le décor au gré de mes envies et de mes inspirations. Mon corps m'appartient était évidemment un mot d'ordre éminemment politique qui s'adressait au patriarcat, mais ce rapport au corps ce rapport de soi au corps était toujours quand même dans un certain rapport d'altérité qui faisait que mon rapport au corps, justement, ne devenait pas un rapport de promiscuité. Alors, j'évoque ça parce qu'effectivement, avec ce changement de statut du corps, et puis on pourra peut-être y revenir, ce changement aussi de statut de l'intériorité, le bouleversement des grandes catégories, des grandes taxonomies de la modernité, bien on voit effectivement un espèce comme ça d'incertitude ontologique qui se traduit aussi effectivement par sans doute l'apparition de nouvelles formes d'individuation, par des mouvements comme ça de métissage, de nomadisme et d'hybridation, qui finalement ouvrent l'accès au statut de sujet à des entités qui jusque-là y étaient exclues. Et donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on a interrogé l'émergence des nouveaux sujets de droit. Et pour passer la parole à Géraldine, simplement, et c'est vrai que finalement on a peut-être, je ne veux pas vendre la mèche avant, mais on a peut-être un petit peu déchanté lorsqu'on a commencé à discuter avec Géraldine par rapport à le sens, enfin en tout cas ce qu'on pouvait comprendre de l'émergence de ces nouveaux sujets. Mais effectivement, moi j'y ai vu dans un premier temps aussi la manière dont un système juridique finalement arrivait à composer avec la complexité. Et justement arriver à un moment à poser la question de comment agir, comment penser agir dans la complexité, et que nos systèmes juridiques, y compris nos systèmes juridiques occidentaux, même si c'est vrai que l'émergence de ce nouveau sujet dans les systèmes juridiques occidentaux ne prend pas la même forme qu'en Équateur, qu'en Nouvelle-Zélande, donc la personnification, je pense, de l'animal se fait pas forcément par une reconnaissance en tant que sujet, mais plutôt par le fait qu'on reconnaît à l'animal des qualités qui jusque-là étaient réservées exclusivement au sujet humain, mais qu'en tout cas l'émergence de ces nouveaux sujets correspondait aussi à une évolution du droit, en tout cas confrontée à la complexité, et du coup qui, par les nouveaux sujets, trouvait un moyen de penser et d'agir dans cette complexité en prenant en compte justement l'action de ces vecteurs qui jusque-là étaient relégués au statut d'objet. Mais justement pour réagir avant de commencer ce sur quoi je voulais vous parler aujourd'hui, deux choses. La sociologue qui travaille sur le corps aujourd'hui, et notamment dans le domaine de la bioéthique, il faut vraiment lire Dominique Mémy. C'est la sociologue du corps, c'est vraiment passionnant tout ce qu'elle peut écrire dessus. Et la deuxième chose, c'est que tu évoquais la question, tu rappelais que Foucault disait que le corps, effectivement, n'était plus la scène de la restriction pénale, et il ajoute après, c'est devenu l'âme. Et justement, on voit bien ce mouvement-là, et c'est comme ça que ma thèse est partie de ça, en fait. On voit bien qu'il y a eu un retrait, un désinvestissement du corps, et que ce surinvestissement, cet investissement, y compris juridique, s'est porté sur l'âme aujourd'hui. En tout cas, l'ensemble des normes juridiques, je constate ce phénomène dans un certain nombre de normes juridiques, ce déplacement du corps sur l'âme. Je n'ai pas trop insisté sur le sujet parce que comme tu m'avais dit que Non, mais je complétais simplement ce que tu disais de Foucault, c'est qu'il rajoute ça en fait, il rajoute ça. Et donc c'est vraiment intéressant de voir ce balancement déjà. Déjà, je voudrais continuer de commencer en remerciant Miguel et Bastien de m'avoir invité aujourd'hui, de m'avoir invité aussi aujourd'hui
dans ce lieu et pour poursuivre nos échanges qu'on a commencés dans d'autres lieux voilà, qui m'animent et qui me passionnent. Et effectivement, Miguel, on s'était rencontrés, je me rappelle, quand j'avais commencé même à organiser ce colloque. Et on s'était rencontrés à cette occasion, et ensuite tu as écrit effectivement dans cet ouvrage. Moi je cherche à comprendre dans mes recherches ce que fait au droit justement l'introduction de la nature comme sujet de droit. Et l'intérêt du droit occidental pour la nature n'est pas nouveau. Que ce soit premièrement comme fondement même du droit, selon lequel il y aurait des droits inhérents à la nature humaine et au monde du vivant, mais aussi deuxièmement une nature que l'on peut retrouver comme l'objet même du droit. Par exemple, il y a des normes juridiques qui vont porter sur le fait d'interdire à certains humains certains comportements humains à l'égard de porter atteinte d'une manière ou d'une autre à telle montagne, à tel fleuve. Mais c'est bien adressé à l'humain. Donc la nature ici reste un objet du droit. Donc on le voit, la nature structure déjà le droit même, et même on pourrait dire que tout l'enjeu du droit moderne, c'est de s'en détacher. Or, désormais, une nouvelle place dans le droit lui est attribuée. La nature tente à devenir ce qu'on appelle, on va le voir, un sujet de droit. Et on va s'interroger ici sur cette apparence nouvelle figure au sein des sujets de droit, dans le contexte contemporain, qui est caractérisé par une multitude de facettes. Et moi, je retiendrai deux. C'est ce fait environnemental, matériel évident, c'est que la nature va mal, notre planète va mal, et il faut la réinvestir, et il en va de notre avenir à tous. Et j'ajouterai un deuxième phénomène contemporain que je garde toujours en tête quand je fais mes recherches, et aussi grâce à vos travaux, Miguel et Bastien, qui, on pourrait le dire comme ça, qui serait une sorte de tension entre la tentation de l'irrationnel et celle de l'hyper-rationalité, et donc que satisfait la révolution digitale, algorithmique, et qui se manifeste, me semble-t-il, sur le plan de l'intériorité, par d'un côté un retour à toutes les formes d'animisme et de religiosité, et de l'autre un hyper-investissement dans la pensée mécanique, rationnelle et cognitivement performante, c'est-à-dire qu'on pense en termes de compétences cognitives. Et le droit me semble être un bon terrain, justement, pour repérer ces phénomènes. Alors, face justement à ce constat d'une nature qui est vacillante, les juristes se mobilisent à leur manière. Ceux qui fabriquent, qui produisent les normes juridiques visent alors à agir sur cette situation en portant une solution politique avec l'aide de ceux qui analysent l'état du droit, et le droit en général, que sont les chercheurs. Alors, plusieurs stratégies, justement, s'offrent alors, que l'on pourrait décrire ainsi, pour protéger cette nature, pour protéger la singularité du vivant et la singularité des vivants. On aurait une alternative, c'est soit on crée des normes juridiques à destination des humains, c'est-à-dire une norme qui interdit aux humains certains comportements, ou au contraire les oblige à d'autres comportements en vue de protéger la nature ou tel être vivant. Soit on crée, deuxième branche de l'alternative, des normes qui s'adressent fictivement aux entités naturelles, en vue de les protéger subjectivement, en quelque sorte. Or, cette deuxième voie tente à se développer dans le monde du droit. Ainsi, sur la scène juridique internationale, et en particulier en Amérique latine, de plus en plus d'entités naturelles, animaux, végétaux, fleuves, montagnes, tendent à être reconnues, à partir des années 2010, comme sujets de droit. Et cela recouvre une diversité de situations. Alors, concernant la nature au sens large, entendu comme l'ensemble des éléments du monde vivant qui composent l'environnement, donc c'est soit de manière générale le très grand, la nature, dans son ensemble, qui est personnifié. Par exemple, la Constitution de l'Équateur de 2008 va consacrer un chapitre aux droits de la terre, mer, tu l'as évoqué je crois, Pachamacha ou Pachamacha. Et il en va de même en 2010 en Bolivie, par une loi cadre qui va personnifier la terre-mer définie comme, je cite,
un système dynamique, vivant, comprenant une communauté indivisible de tous les systèmes vivants et organismes. Donc là, on voit bien la vision d'écosystème, écocentrique, qui se met en place. Soit de manière plus ponctuelle, certains objets environnementaux sont personnifiés. Par exemple, en 2017, le fleuve de Whanganui en Nouvelle-Zélande, se voit personnifié par une loi qui arrive à l'issue d'un long processus conventionnel élaboré entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et les tribus maoris vivant le long du fleuve. C'est ensuite, quelques semaines après, 2 fleuves en Inde, le Gange et son affluent le Yamuna, qui s'est vu reconnaître, pour un temps au moins, la personnalité juridique. De même, en Colombie, de nombreuses rivières ont été ainsi qualifiées de personnes juridiques, par exemple le fleuve Latrato. Et en fait, ce processus juridique de reconnaissance des fleuves arrive en France et en Europe, et en vue de personnaliser, par exemple, la Seine et la Loire. Ces personnifications de la nature correspondent à une diversité de situations, caractérisées autant par les objets sur lesquels porte cette personnification, que sur l'organe juridique qui le consacre. Est-ce que c'est le législateur? Est-ce que c'est le juge? Mais aussi par le contexte culturel dans lequel ça intervient. Les enjeux politiques ne sont pas les mêmes selon les cas d'espèce en question. Par exemple, concernant la personnification du fleuve Whanganui, il s'agit avant tout de reconnaître et d'intégrer les catégories mentales animistes, entre guillemets animistes, de la culture autochtone maori dans le droit positif de Nouvelle-Zélande. Et de concilier, du coup, ce biculturalisme en Nouvelle-Zélande. Au fond, la personnalité juridique du fleuve permet de résoudre un cas de conflit entre le droit positif et la cosmologie maori. À ce mouvement de subjectivation d'objets naturels dans le droit s'ajoute la reconnaissance progressive de certains animaux comme sujets de droit. Par exemple, tu l'as cité tout à l'heure, Miguel, le tribunal argentin de Mendoza, le 3 novembre 2016, a élevé le grand singe, Cecilia, au rang de personne juridique non humaine, en vue de lui appliquer l'habeas corpus et de rendre la liberté à ce chimpanzé, ce grand singe, détenu alors dans des conditions déplorables. La personnification contemporaine des entités naturelles ravive des questionnements ou controverses qui ne datent pas d'hier. Et l'idée de reconnaître des droits aux entités naturelles doit beaucoup à l'article précurseur de Christopher Stone dans les années 70, Les arbres doivent-ils plaider, mais aussi aux théories plus généralement du droit des animaux, aux théories des droits de la nature. La personnification permettrait de faire ce que le droit animalier, ce que le droit de l'environnement ne pourrait faire encore, n'aurait pas réussi à accomplir. Il y a alors plusieurs manières d'aborder ce mouvement de personnification juridique des entités naturelles et les enjeux que cela soulève. Sous l'angle de la philosophie morale, par exemple, on pourrait se poser la question, doit-on moralement attribuer la personnalité juridique à certains non-humains? Et sur quel fondement? Soit le fondement du pathocentrisme, il faudrait conférer ce statut à l'ensemble des êtres souffrants, et seulement aux êtres souffrants. Sous l'angle du biocentrisme, au contraire, il faudrait conférer ce statut à l'ensemble des êtres vivants, ou encore de l'écocentrisme que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'ensemble des écosystèmes qui sont désormais concernés. Une autre question se pose, ce serait comment arbitrer, sur le plan moral, un conflit éventuel entre un sujet de droit humain et un sujet de droit non humain. Sous l'angle de la philosophie politique, il s'agirait, donc deuxième angle, de savoir si l'entité naturelle ou animale doit désormais être considérée comme un acteur politique, au même titre que l'humain, en constituant par exemple un parlement des choses. Et on songe ici aux travaux de Brunet-Latour. Enfin, sous l'angle juridique, la question sur laquelle j'ai un regard critique. Enfin, sous l'angle juridique, la question est aussi souvent traitée par la doctrine juridique dans une perspective morale et politique. Il s'agirait de justifier pourquoi il serait nécessaire de conférer la personnalité juridique aux entités naturelles, en vue de protéger la nature, d'adhérer à un pluralisme juridique, ou comment accroître les droits des animaux, des végétaux, de la nature en général, par quelles techniques et combinaisons juridiques on pourrait accéder à ça, donner plus de droits, de manière plus efficace, aux entités naturelles. Et telle n'est pas l'approche que nous adopterons, que j'adopterai ici. Si je rejoins les questionnements de mes collègues juristes, philosophes, éthiciens, ma perspective est autre. Je ne cherche pas à dire ce qu'il conviendrait de faire, ce qu'il faudrait faire,
moralement, politiquement, mais je vais tâcher d'expliquer ce que je comprends de ce que la personnification du non-humain fait au droit et au social aujourd'hui. Je m'inscris pour cela sous le parrainage du théoricien du droit autrichien Hans Kelsen, qui est le père de la théorie du droit moderne, pour qui la théorie du droit est une science qui vise à décrire objectivement le droit positif et le droit en général, sans gonfler sa description de ce que l'on aimerait y voir psychologiquement, politiquement ou moralement. L'engagement pour moi ici, c'est dans une posture épistémologique, de dire que la raison structure notre démarche scientifique et qu'il y a une science spécifique au droit qui se distingue des sciences dures et des sciences sociales. Alors, d'où je parle pour cela, c'est que je suis chercheur au CNRS et je m'intéresse à la place qu'occupe aujourd'hui l'esprit, l'intériorité dans le droit. Et c'est dans cette perspective que je travaille sur l'évolution du sujet de droit humain et non humain. Et je pars du constat que de plus en plus d'entités donc non humaines tendent à devenir des sujets de droit, et je m'interroge, qu'est-ce que ça fait au droit et qu'est-ce que ça fait au social? Donc on évoquera dans une première partie ce que ça signifie être sujet de droit, pour voir ensuite ce que l'émergence de ces nouveaux sujets de droit donc, font au droit et dit du changement anthropologique qui s'y opère. Alors, premièrement, qui peut être sujet de droit? Toute entité, qu'elle soit humaine, non humaine, vivante, non vivante, peut être considérée par un système juridique comme sujet de droit. A l'inverse, tous les humains n'ont pas toujours été considérés comme des sujets de droit. On rappelle évidemment, les esclaves sous l'Antiquité n'étaient pas considérés comme des personnes juridiques. Attribuer donc la qualité de sujet de droit à une entité, un arbre, un singe, un fleuve, un parc, un écosystème, relève d'une décision juridique qui est en réalité politique. Dans une société donnée, à un moment donné, on considère que telle entité, en particulier, ou tel ensemble d'entités, est désormais doté de la personnalité juridique. C'est une construction juridique, une fiction. Alors ça veut dire quoi, justement? C'est quoi un sujet de droit? En réalité, le sujet de droit n'existe pas. Hans Kelsen explique que c'est une métaphore personnificatrice de la science du droit. En revanche, ce qui existe, ce sont des comportements. Une norme vise à encadrer des comportements, c'est-à-dire à autoriser, interdire ou obliger telle personne à réaliser telle action. Par exemple, si le feu est rouge, alors le piéton peut traverser. Or, il s'agit habituellement de comportements humains, mais il peut s'agir par fiction de comportements d'animaux, de végétaux, de minéraux, d'écosystèmes. Et en réalité, toute entité qui a une existence identifiable dans le monde. Ça veut dire qu'un arbre, un éléphant, un fleuve, une pierre, même un microbe, peut voir son comportement encadré par le droit. C'est ainsi que dans le passé, on a pu engager la responsabilité pénale de certains animaux et réaliser des procès à leur encontre. Dans le droit contemporain, nous le verrons, c'est au contraire sous forme d'autorisation plutôt que ces comportements sont saisis, c'est-à-dire qu'un système juridique va conférer certains droits protecteurs à une entité non humaine, par exemple le droit au bien-être d'un parc. Ainsi, dire que telle personne ou telle entité dispose de la qualité de sujet de droit, c'est simplement dire que dans le droit en vigueur, il y a des normes qui s'adressent à elle et qui encadrent à cette entité et qui encadrent directement son comportement. Et dire par exemple qu'un fleuve n'est pas sujet de droit, c'est dire que dans le droit en vigueur, il n'existe pas de telles normes. Ça implique quoi d'être ainsi sujet de droit, de certains droits protecteurs? Ça implique le pouvoir d'ester en justice, en son nom propre, pour faire valoir ce droit dans le cas où un comportement contraire viendrait porter atteinte au comportement protégé. Éventuellement, ça permet d'obtenir réparation des dommages subis. C'est donc en fait un procédé juridique, une technique juridique. Or, notre droit dit moderne, notre droit occidental, a été conçu par les humains et pour être compris des humains. Il s'adresse à des entités capables de comprendre les énoncés linguistiques et de se représenter la norme juridique. Donc, si la fiction du droit permet à des entités non humaines, telles qu'un grand singe ou un fleuve, d'être un sujet de droit, pratiquement, il faut qu'elles puissent comprendre la norme qui lui est adressée et ester en justice. C'est donc une nouvelle fiction qui est mise en place dans ce cas, c'est celle de la représentation, comme celle qui est mise en place, par exemple, pour les mineurs ou certaines personnes atteintes de troubles mentaux. La représentation, c'est un humain ou un groupe d'humains, comme des associations, des gardiens, qui vont représenter les intérêts de l'entité représentée. L'humain agit comme si c'était le non-humain qui agissait.
C'est la fiction du comme si qu'explique Kelsen. Le représentant va donc s'assurer, par exemple, que le droit protecteur est bien appliqué, c'est-à-dire que l'entité représentée dispose bien concrètement d'un tel droit. Il veille donc à ce que tout comportement ne lui porte pas atteinte. De telle sorte qu'en réalité, un système juridique qui hisse certaines entités non humaines au rang de sujet de droit reste un système juridique proprement humain. Car il y a toujours un humain qui reçoit concrètement la norme qui lui est adressée fictivement à telle entité. L'animal, l'arbre, le fleuve. Au fond, l'attribution de la qualité de sujet de droit à une entité, dont on sait qu'elle ne pourra exercer directement ses droits, parce qu'elle devra passer par un représentant, eh bien cette attribution cache l'humain, le représentant donc, à qui s'adresse réellement la norme juridique en question. Kelsen explique bien que le vrai sujet de droit, en réalité, c'est la personne humaine qui le représente. La question ensuite, question qui est débattue donc dans la doctrine, sera celle de savoir qui est le représentant le plus légitime, le mieux à même de représenter les intérêts de l'entité en question. Et si la technique du sujet de droit est le mécanisme le plus protecteur pour l'entité non humaine en question. Ça, je laisse de poser cette question-là, mais c'est une question qui est débattue dans la doctrine. Alors, qu'en est-il concrètement? On l'a vu, il y a tout un mouvement de contemporains qui vise, dans le droit positif, à intégrer le non-humain, justement, dans la catégorie des sujets de droit. On l'a vu, c'est le grand singe, le fleuve, le glacier. Et même, il y a même un courant qui vise à intégrer les robots, on en reparlera peut-être, dans la catégorie des sujets de droit. Mais on peut s'interroger pourquoi cette reconnaissance grandissante d'entités non humaines dans le droit. Si l'on pense par finalité, ce qui peut être discutable en droit, parce qu'on l'a vu, le droit encadre que des comportements, l'enjeu n'est sûrement pas le même concernant les animaux des entités naturelles. Pour les animaux, il s'agit de protéger contre la souffrance psychique, individuellement, subjectivement, face aux conditions souvent déplorables de leur exploitation, les protéger aussi contre leur disparition possible. Pour les éléments de la nature, il s'agit de freiner la crise écologique, de protéger les écosystèmes, de veiller à la protection des sites, de certaines zones. Il faut protéger la nature pour elle-même, c'est la fin de la vision utilitariste du non-humain. Alors, qu'est-ce que cette personnification des entités naturelles fait au droit? Est-ce que ça marque un tournant épistémologique en droit? Se poser cette question implique au préalable de bien distinguer la notion de sujet de droit de celle de capacité juridique. Ainsi, si l'être humain a dès sa naissance la qualité de sujet de droit, cela ne signifie pas qu'il dispose de la capacité juridique, c'est-à-dire qu'il a pouvoir d'agir directement juridiquement. Il y a différentes conditions, critères à cela. Des critères qui sont liés au droit positif, c'est-à-dire le droit en vigueur, donc le droit positif en question, par exemple, il faut avoir 18 ans pour voter. Mais aussi des critères ontologiques, qui sont liés à la possibilité même qu'une entité puisse comprendre la norme qui lui est adressée. Parmi ces critères, donc ces critères sont discutés, et justement, tout l'enjeu, c'est de réussir à les identifier. Et parmi ces critères, on peut trouver, en fait, on peut imaginer, on peut penser que ça puisse être le fait de disposer d'une capacité de comprendre déjà le langage naturel, de disposer de certaines capacités psychiques et cognitives qui lui permettent à cette entité de se représenter la norme et de se donner un but pour agir. Et donc en sont exclus, a priori, certains êtres humains qui ont certains troubles mentaux et qui aussi sont mineurs. C'est-à-dire qu'on va considérer en fait que les enfants et certaines personnes atteintes de troubles mentaux n'ont pas a priori cette capacité en fait, de représentation et ne disposent pas donc d'une âme comme l'explique Kelsen. Donc à présent on peut s'interroger, donc maintenant qu'on a fait la distinction entre sujet de droit et capacité juridique, on peut s'interroger sur ce que cette nouvelle qualification de non-humain, comme personne juridique, fait au droit. Et à ce titre, je retiendrai essentiellement 2 points. Premièrement, on peut considérer, et c'est une hypothèse, que ce mouvement de personnification du non-humain crée un nouveau type de sujet de droit dans le droit, avec 2 caractéristiques. Un sujet de droit qui serait déjà incapable par nature, et qui le restera, c'est-à-dire qui ne dispose pas a priori de la possibilité de comprendre la norme juridique qui lui est adressée, car il ne dispose pas de la capacité de comprendre le langage humain, déjà, et a priori de se représenter la norme juridique. Et même si la question peut-être reste ouverte, au regard de l'évolution de l'éthologie concernant
notamment certains grands singes. Et deuxième caractéristique, un sujet droit qui intégrerait le système juridique à partir de critères liés à l'intériorité. Depuis le droit moderne, tout être humain est un sujet de droit dès sa naissance. Donc, sauf exception, ça peut être avant, concernant notamment le droit patrimonial. Effectivement, donc. Mais le non-humain, lui, peut se voir attribuer la qualité de sujet de droit au cas par cas pour répondre à des finalités politiques, par exemple intégrer des catégories, on l'a vu, des catégories mentales d'une autre culture dans le droit en vigueur, ou bien protéger telle ou telle espèce, mais seulement, surtout, à partir de la reconnaissance en lui de certaines qualités intérieures. Par exemple, c'est parce qu'on reconnaît les capacités de souffrance, de raisonnement, d'abstraction, donc je cite, du chimpanzé, sa qualité d'être vivant doué de sensibilité, que le droit va le considérer comme sujet de droit. Un autre exemple qui va justifier la personnification de la rivière Wanganui, c'est, je cite, sa santé et son bien-être en lien avec le bien-être de la population maori. Et c'est aussi la santé et le bien-être des rivières des Ganges et Yamuna qui sont mobilisés pour justifier l'octroi de la personnalité juridique à ces entités. Donc il y a comme ça plusieurs exemples qu'on peut réussir à identifier dans le droit positif. Concernant les fleuves. C'est aussi cet argument antérieur qui est mobilisé par certains mouvements militants pour attribuer, par exemple, la qualité de sujet de droit aux arbres. Il y a tout un mouvement comme ça qui vise à attribuer la qualité de sujet de droit aux arbres, en mettant en avant justement une certaine forme d'intelligence des arbres, une capacité à ressentir des émotions, une faculté de mémorisation. Et de manière peut-être plus certaine, ces qualités, on peut citer celle de la proprioception, qui a été identifiée notamment par Bruno Muglia et son équipe. Donc, même si ces arguments relèvent du registre, qui relèvent du registre de l'intériorité sont moraux et politiques, c'est-à-dire que telle entité est digne de disposer de la qualité de sujet de droit car elle dispose d'une certaine forme d'intelligence, de capacité à souffrir, etc., on peut constater que l'intériorité est présentée implicitement sur la scène du droit comme un lieu de rencontre, de continuité entre l'humain et le non-humain, ce par quoi une entité devient un sujet de droit. Et certains parlent en ce sens de retour à l'animisme. Conséquence à cela, à cette émergence d'un nouveau sujet de droit, on aurait donc désormais trois types de sujets de droit, les sujets de droit humains, les personnes morales et désormais les sujets de droit non humains. Et ce qui me semble intéressant, et c'est sur quoi je travaille, c'est de réaliser une sorte de classification de ces sujets de droit en fonction de l'entité qui est visée concrètement, est-ce que c'est l'humain ou le non-humain, du champ d'application du droit, est-ce qu'on est en droit pénal, droit civil, droit administratif, et du degré de l'étendue de la capacité juridique attribuée. Et donc c'est une classification que je cherche à faire dans le cadre de mes travaux. Mais peut-être que je vais passer sur le fait qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses, et je pense notamment à Jean-Pierre Marguenot, qui travaille sur le droit animalier, et qui, dans la suite de René Desmogues, explique que, au contraire, la personnalité des animaux, notamment, est une personnalité en réalité purement technique, comme le sont celles des personnes morales. Donc j'évoque simplement ce point pour vous dire qu'il y a d'autres manières de voir, et que ça c'est une construction que j'essaye d'élaborer pour comprendre ce que fait l'introduction du non-humain dans la qualité de sujet de droit, dans le droit. Le deuxième point concernant notre question, justement, qu'est-ce que ça fait au droit de qualifier le non-humain comme sujet de droit? Eh bien, on pourrait dire qu'il y a création d'une communauté de sujets de droit humains qui serait cachée, de sujets de droit humains de second degré. Et c'est peut-être ici le point de ma critique de cette personnification juridique. C'est une critique qui est juridique et non morale, ou métaphysique. Elle ne porte pas, par exemple, sur le fait de dire qu'un tel phénomène juridique risque d'instituer des sujets rivaux des sujets humains. Ma critique est juridique car elle me semble, car cette introduction, je reprends, pardon, parce que sous couvert de ces nouveaux sujets de droit non humains, se met en place en réalité, me semble-t-il, juridiquement, une communauté de sujets de droit humains qui apparaît à un autre étage, si l'on peut dire les choses ainsi, par représentants humains interposés, mais des représentants de non-humains. Ainsi, les normes juridiques s'adressent en réalité à des humains, on l'a vu, et derrière chaque non-humain se cache un humain. Et c'est à cet humain qu'en réalité s'adresse, sans le dire, la norme juridique.
Il y aurait ainsi, désormais, un ensemble de personnes humaines à qui s'adressent en réalité des normes juridiques, mais qui sont rendues comme invisibles par la technique d'attribution de sujets de droit aux non-humains. On pourrait évoquer, mais peut-être qu'on en parlera, d'autres implications juridiques, notamment, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Miguel, c'est comment justement ce déplacement de la qualité d'objet à sujet de droit vient éclater, en tout cas, cette dichotomie spécifiquement juridique entre sujet et objet. En fait, simplement, ces entités naturelles passent d'une catégorie à l'autre, en fait. Plus que de l'éclater, simplement, c'est un déplacement, en fait. Voilà. Mais il y a peut-être une autre dichotomie, en revanche, qui peut être repensée aussi, c'est celle nature-culture. Par exemple, lorsque, dans une culture, la séparation avec la nature est tranchée, eh bien, on a plus de mal à accepter, en fait, qu'une entité non humaine puisse être considérée comme sujet de droit. Donc, il y a comme ça tout un ensemble d'économies qu'on peut essayer de penser par la suite. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette personnification comme ça non humaine crée de nouvelles manières d'habiter le droit, mais ça ne permet pas de savoir si en tant que technique juridique, ça permet de mieux protéger en définitive les éléments de la nature. Doit-on en passer par là en termes d'efficacité juridique ? Peut-être que je vais finir sur un troisième point, pour garder un peu de temps peut-être. Voilà. Sur un troisième point qui serait, qu'est-ce que cette révolution juridique, ou cette possible révolution juridique dans notre droit moderne, nous dit de l'humain et du social, mais ça on y reviendra, donc je vais aller très vite. Qu'est-ce que ça dit de nous les humains, en fait ? Et j'évoquerai juste 4 points. C'est que donc le droit participe à une entreprise ici, plus générale, qui vise à redonner une nouvelle place à la nature, une nature qui ne peut plus être considérée seulement comme une ressource pour l'humain, donc c'est ce qu'on appelle la fin de l'anthropocentrisme, d'une nature qui devient un allié de l'humain dans la crise écologique, une nature avec qui l'humain entretient des liens d'interdépendance. Et le droit, cette évolution du droit manifesterait cette contribution, justement, ce mouvement vers la fin de cet anthropocentrisme. Le droit devient ainsi une scène où se jouerait symboliquement la transformation de ce paradigme, cette fin de l'anthropocentrisme. L'humain devient un sujet de droit parmi d'autres sujets de droit. Et dans ces conditions, on peut s'interroger, tu l'as fait tout à l'heure, Bastien, est-ce que l'humain reste le sujet de l'histoire, ici, et le sujet du droit ? Et troisièmement, cette personnification du non-humain dans le droit crée peut-être un imaginaire aussi, fabrique un nouvel imaginaire qui intègre d'autres cultures, on l'a vu, que la culture occidentale, et qui favoriserait justement cette continuité entre humain et non-humain. Ça crée un imaginaire où humain et non-humain sont indistincts, ou plutôt reliés de manière interdépendante. Et enfin, et je finirai sur ce point, cette personnification peut-être produirait un nouveau visage à la biopolitique, un visage qui serait aussi un nouveau visage de la psyché politique, parce que l'un des traits nouveaux de ce dispositif, auquel participe le droit, c'est de fabriquer une subjectivité, voire une intériorité des sujets en général. Et on peut parler du coup aujourd'hui d'un glissement de biopolitique vers la psyché politique, et qui s'étendrait aujourd'hui du coup jusqu'au non-humain. Voilà, et je finirai par ces mots. En vous remerciant. Bon, merci beaucoup. En réalité, voilà, nous, ça fait quelque temps qu'on travaille avec Géraldine parce que, comme je vous disais, c'est-à-dire, on a voulu comprendre la fin de l'anthropocentrisme de différentes façons. Or, effectivement, l'effet de ce que Géraldine explique, c'est-à-dire que tout à coup, d'un point de vue juridique, c'est-à-dire d'un point de vue très concret, vous voyez, c'est-à-dire, c'est facile, je disais tout à l'heure, de façon un peu romantique, bon, tout à fait respectable, mais un peu romantique, un peu idéaliste, de dire nous devons respecter les autres vecteurs des dispositifs, de la nature, dire tout ça comme ça, c'est très romantique, c'est très beau. La question c'est quand tout à coup, effectivement, de façon très terre à terre et très concrètement, on dit la fin de l'anthropocentrisme, ça signifie donc que ce n'est plus l'humain qui octroie des droits, non, comme Géraldine l'explique, pour protéger les espèces, pour protéger un animal ou un fleuve, c'est que l'humain doit faire avec d'autres. Vous comprenez, c'est-à-dire
c'est ce type de révolution immense, vous voyez, c'est-à-dire, c'est une révolution immense. Hein, c'est-à-dire que c'est quand nous avons trouvé dans nos travaux, on a trouvé que les juridiques étaient en train d'une façon très concrète, par exemple, comme le dit Géraldine, ces grands singes de l'Argentine, de dire qu'il y avait un droit d'un habeas corpus. Habeas corpus, ça veut dire que effectivement, c'est comme quand vous mettez un tôle quelqu'un, et donc on dit, non mais il a les droits, lui, il a le droit, c'est un sujet de droit, un habeas corpus. Les personnes disent, vous ne devez pas taper votre chien, vous comprenez? Il dit, il y a un habeas corpus. C'est-à-dire que, dès notre point de vue, effectivement, c'est là, disons, une façon éclatante, visible, cette fin de l'anthropocentrisme. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses à penser là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que c'est une façon quand même de réhumaniser la chose, parce que les droits quand même, effectivement, le singe qui est sujet des droits, il ne va pas, par exemple, proposer un autre décret des lois, n'est-ce pas? Oh, je me souviens quand Laborit avait fait le fameux film Mon oncle d'Amérique, dans lequel il montre comment les rats agissent exactement pareil que les humains. Je me souviens, je disais à mes élèves, écoutez, soyez très attentifs quand il va venir le droit de réponse des rats. Vous voyez, parce que bon, qu'est-ce qu'ils pensent un rat, n'est-ce pas? Or, là, on est là. Vous comprenez? Là, on est à ce point-là. C'est-à-dire, moi, je les disais comme une blague à mes élèves, je les disais, vous comprenez, Laborit, c'était des élèves de psychiatrie, non? Alors, je disais, des internes en psychiatrie, je disais, vous voyez, Laborit nous apprend qu'on est comme les rats, absolument, il montre, vous sortez du film en disant, on est des rats, n'est-ce pas? Et maintenant, alors, puisqu'on est des rats, qu'est-ce qu'ils pensent les rats? Eh bien, ce qui se passe maintenant, c'est ça. Vous comprenez? Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on dit, eh bien oui, qu'est-ce qu'ils pensent les rats? Ouais, qu'est-ce qu'ils pensent les rats? Bon, c'est quand même, vous comprenez, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus parce que à Bastien, moi, ça nous a, comme on dirait, éclaté la tête. C'est-à-dire, on a dit, tout ce dont on parle, effectivement, de la fin de l'anthropocentrisme, etc., bon, c'est très important, mais tout à coup, que des juristes, vous voyez, que ce n'est pas des poètes, vous voyez, c'est-à-dire, ils écrivent sur la réalité, quoi. Non, il y a des juristes poètes, certainement, mais ce n'est pas leur rôle de faire de la poésie, n'est-ce pas? Ce n'est pas des surréalistes, quoi. Les chercheurs, si. Si, mais des juristes, tu vois, c'est-à-dire que... Ceux qui produisent la norme, tu veux dire. Absolument, mais tu imagines, c'est-à-dire... Moi, je me souviens, tu vois, c'est-à-dire le guénon, que je ne me rappelais pas son prénom. Si. Voilà. Alors, juste un point, pour vous passer la parole et pouvoir discuter un peu. L'effet de la compréhensibilité du droit par rapport au sujet du droit est une figure abstraite. Non? De la même façon qu'on dit, par exemple, nul est censé ignorer la loi. Mais c'est pas vrai, vous comprenez, c'est une figure. C'est une figure. En fait, on s'en fout que tu comprennes la loi ou tu ne comprennes pas la loi. Ce qu'on va juger, c'est tes actes. Vous comprenez? Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui fait un pas encore en avant par rapport au fait d'avoir des sujets de droit non humains. Vous comprenez? On s'en fout si le fleuve comprend la loi ou si les guénons comprennent la loi. De la même façon qu'on s'en fout si Perico comprend la loi. Vous voyez? C'est-à-dire, on dit, c'est une figure juridique. Que vous la compreniez ou que vous ne la comprenez pas, la loi, ce qu'on va juger, c'est vos actes par rapport à la loi. Vous voyez? Et alors là, bon voilà. Mais on n'est pas certain, effectivement, c'est une question qui se pose en droit, dans quelle mesure on est certain que le représentant va représenter au mieux l'entité en question, c'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr que c'est de ces droits-ci dont il aurait besoin? Qui souhaite là, on ne peut pas parler à cette non, on parlait des bonheurs des fleuves, non? Exactement. Alors, peut-être, si vous voulez... Oui. Je voudrais savoir justement, en fonction de ce que dit madame, quelqu'un qui n'a un sujet de droit qui n'a pas la capacité juridique, en général, il a des parents, par exemple, qui peuvent le représenter en tuteur, même en tuteur. Dans le cadre d'un certain droit qui est en cours de constitution par rapport à ces éléments de la nature à protéger. Alors, qui serait bien placé pour pouvoir représenter les intérêts de ces nouveaux sujets de droit?
Ben justement, c'est tout le problème de savoir qui va représenter au mieux. Et là, c'est des débats très longs. Est-ce que c'est des associations de protection, de défense des animaux ou de la nature? Est-ce que c'est donc là, concernant l'affaire Wanganui en Nouvelle-Zélande, sont des gardiens, justement, c'est une entité, je ne vais pas dire de bêtises, qu'il faudrait que je relise la décision, mais c'est une entité, c'est une personne morale qui est censée représenter à la fois d'un côté le visage du peuple maori et celui du gouvernement de Nouvelle-Zélande. Mais ça peut être aussi un gardien en fait qui est considéré comme le plus à même de comprendre les intérêts en fait du fleuve ou de l'entité en question. Donc, vous distinguez quand même deux cas. Le cas où ce serait par exemple en fonction de la potentielle souffrance pour les animaux, ce qui est en fait ce qui est tout à fait déjà préintuitif, enfin, et d'autre part en fonction du rôle de la personne dans le destin humain. Donc ça pourrait ne pas être les mêmes représentants qui seraient habilités. Vous voulez dire le représentant pour les animaux et le représentant pour l'entité naturelle. Ce qui légitime la désignation de l'accès au sujet de droit. Vous avez dit il y a deux fondements. Par exemple, pour un fleuve, c'est pas la souffrance du fleuve. C'est son bien-être, oui. C'est-à-dire par rapport au fleuve. Son rôle social. Son rôle social. Tout à fait. Oui. Non, par rapport au fleuve, par exemple, moi j'ai parlé avec une juriste alors un juriste pratique, donc devait juger concrètement. On réclamait une île, je ne me souviens pas où, mais en France, qu'on voulait qu'elle soit personne juridique. Et alors qu'est-ce qu'on disait? C'est-à-dire par rapport à un fleuve, on dit, quand on canalise, comme ce qui s'est passé avec la romaine, n'est-ce pas? On canalise absolument un fleuve. On dit, c'est possible de voir où est-ce qu'on a tordu trop, n'est-ce pas? On a dénaturé trop les modes d'être du fleuve. C'est-à-dire qu'on dit, là il y a eu quelque chose qui a porté atteinte au fleuve. À l'époque des vaisons de la romaine, personne n'a parlé de porter atteinte au fleuve, n'est-ce pas? On a parlé de... C'est pas exactement ce qu'a dit madame, hein. Non, à l'époque des vaisons de la romaine. Maintenant, c'est effectivement... En fait, je comprends pas en fait la question. Excusez-moi. J'essaye de comprendre. Ça vous va forcément. Non, mais j'essaye de comprendre. Celui qui sera le représentant. attribué la possibilité d'effectuer une intervention quelconque, c'est pas forcément. Donc d'agir à la place de l'entité, oui. C'est ça. Pour le compte de l'entité, voilà. On n'agit pas à la place d'un enfant, on agit pour son compte. Voilà, pour le compte, oui. Oui, mais parce que c'est. Est-ce que ça peut être différent selon les conditions dans lesquelles on a défini ce nouveau sujet de droit? Donc en fonction du fait qu'on veut protéger la souffrance contre la souffrance. Vous avez dit que c'est la souffrance du chimpanzé, dans le cas du fleuve, vous avez dit c'est pas la souffrance. Je dis d'agir à la place aussi, même si c'est effectivement juridiquement pour le compte, c'est parce qu'en même temps, on fait comme si, c'est pour ça que la fiction elle est là, on fait comme si c'était le fleuve ou le grand singe qui était sujet de droit. Donc c'est quand même à sa place un peu qu'on agit, même si c'est pour son compte. Donc on fait comme si c'était le grand singe, mais comme évidemment c'est pas possible, eh bien on va choisir un représentant. Et la question que vous me posez, de ce que je comprends, c'est que comment on va choisir ce représentant en fonction du fait qu'on veut protéger contre la souffrance psychique éventuellement ou les douleurs que pourrait éprouver un animal, ou en fonction du fait qu'on veut protéger la nature et la préservation d'un écosystème. C'est ça votre question? Oui, c'est vrai que est-ce qu'on veut protéger la nature pour protéger la nature ou en fonction de son rôle? Ah, vous voulez dire, est-ce que c'est pour elle-même qu'on protège ou est-ce que c'est au regard des conséquences, des implications qu'elle pourrait avoir sur l'humain? Mais c'est tout le problème, justement. Je ne vois pas en quoi, en fait, le fait la critique, elle est là aussi, le fait de choisir un représentant, de considérer que l'entité en question est sujet de droit, comme ça suppose d'avoir recours à un représentant, comment on peut être garant, être certain, que ce représentant va bien agir pour le compte, c'est-à-dire en suivant l'intérêt. Eh bien, c'est tout. Moi, je trouve que c'est en ça que c'est une fiction. Oui, non, mais là où la fiction n'est plus une fiction, c'est quand on voit justement les cultures non modernes, pas pré-modernes, mais non modernes, les Indiens chez nous ou d'autres cultures.
à vrai dire, quand on considère, on ne parle pas des droits, mais quand on considère la montagne, les fleuves, les condors, comme des vecteurs, on les considère comme des vecteurs qui doivent réguler le comportement, y compris des humains. C'est-à-dire que quand un indien Koya va parler du respect à la Pachamama, du respect à telle espèce, à telle culture, cette culture végétale, je veux dire, n'est-ce pas? Il ne va pas le faire au nom des bénéfices que ça porterait, ou les torts que porterait la société. C'est pour ça que pour nous, dans les travaux qu'on fait avec Bastien, dans tous les cas, pour nous, la question, c'est comprendre l'introduction de l'humain en tant que vecteur, mais non pas justement dans une écologie, que pour nous, c'est le défi pour l'écologie, c'est-à-dire excentrer l'humain. Pour nous, il n'y a pas d'écologie véritable si on n'arrive pas à excentrer l'humain du centre dispositif. C'est-à-dire que quand nous disons la réintroduction des vecteurs humains dans les systèmes, nous ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, à travers une résultante avec un niveau d'autonomie, on détermine des limites à l'humain, effectivement. C'est-à-dire que la résultante limite l'humain, mais non pas en disant « limite-toi aujourd'hui pour être mieux demain ». Non, limite-toi parce qu'effectivement, l'introduction de l'humain en tant que vecteur, ce n'est pas l'introduction, ils vivent comme ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que la figure des couches, si on la comprend en profondeur, avoir peur de Dieu, donc des forces de la nature, pour dire comme ça signifie que tu vis en accord avec cet ensemble-là, mais surtout pas dans le sens de l'écologie occidentale de dire respectons la nature parce que sinon on va être demain mal, nous les humains. Non. C'est-à-dire, mais ça, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je vous invite parce que dans les séminaires de collectifs, on va continuer à approfondir cette question-là aussi avec Géraldine. Ce qu'il faut comprendre là, c'est un effet miroir quelque part. Au fait, quand l'humain se reconnaît comme un vecteur dans le système, le problème c'est que cet humain-là n'est plus l'homme, vous comprenez, n'est plus vraiment l'homme du tout, l'homme de la modernité. C'est-à-dire qu'il y a une déconstruction, dans le cas de l'Indio, comme on dit ces couches, ce n'est pas une déconstruction, il n'y a pas eu construction de l'homme. Notre défi, c'est comment on aura une déconstruction de cette figure de l'humain, capable donc d'avoir une agir et une pensée en termes d'un vecteur parmi des vecteurs. Vous voyez, que c'est un peu la question qu'on pose immédiatement quand on dit ça, dire, mais comment donc peut-être tout à coup les droits d'un âne seront plus forts que les droits d'un humain. C'est pas comme ça que ça se pense, vous comprenez? C'est-à-dire, ça c'est encore une pensée capturée dans l'anthropocentrisme. Oui, mais ce dont tu parles, ce décentrement de l'humain, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il est illusoire en fait dans cette personnification du non-humain. Il est illusoire parce qu'il y a toujours l'humain qui est derrière. Non, et ça rejoint la question de Madame, oui. C'est que le garant qui va être mobilisé, le représentant de cet animal, au bout du compte, ça peut être la même personne que la personne à laquelle s'adresse réellement la norme juridique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, au lieu de dire telle entité est sujet de droit et on va lui donner un représentant, on pourrait très bien imaginer tout simplement une norme juridique qui s'adresse directement à un humain qui est chargé de protéger justement... Non, ça je comprends bien, c'est pour ça que c'est, à mon avis, c'est tout l'intérêt de travailler avec toi, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus dans le sens de que toi tu parles du juridique, n'est-ce pas, occidental. Or, dans des cultures non occidentales, oui, il existe une justice, une loi, des jugements. Et quand, dans les cas chinois, vous voyez, quand on condamne la montagne, c'est une condamnation de la montagne, on va condamner la montagne, etc. Quand les mecs condamnent la montagne, ça ne se pose pas le problème que tu dis. Tu vois, pour moi, le problème que tu dis est un défi. Ce n'est pas tout à fait un piège, mais c'est un défi pour les Occidentaux, pour nous, quoi. N'est-ce pas? Mais il est tout à fait pensable, puisque ça existe et depuis toujours, des cultures dans lesquelles ces problèmes-là de dire mais finalement les juridiques c'est l'humain et derrière, c'est-à-dire que dans le cas de la condamnation de la montagne, il n'y a pas un homme derrière la montagne, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est vraiment une cosmogonie absolument différente dans laquelle
c'est une cosmogonie animiste ou totémiste, effectivement, mais dans lesquelles, effectivement, on considère la loi et la justice en incorporant la montagne. Alors c'est vrai que c'est l'homme qui parle, c'est l'humain qui parle, c'est l'humain qui va dire la chose, mais dans une culture, dans une cosmogonie animiste ou totémiste, tu ne peux pas dire que quand même il y a un homme derrière. Ouais, mais c'est l'humain qui parle. Ouais, mais tu vois, Que soit l'humain qui parle, C'est l'humain qui parle. non, mais que soit l'humain qui parle ne veut pas dire que tu ne considères pas en tant qu'un vecteur Oui. autonome l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que cet humain parle au nom de la montagne, mais ça reste que l'humain non, qui parle. non, mais ce qu'il y a, c'est que... Capacité non humaine. Pardon. Ou sa capacité non humaine. Oui, De l'humain. oui, c'est-à-dire que l'humain, il va nommer les vecteurs. Vous voyez, moi, l'exemple qu'on donnait avec Bastien dans le bouquin là, sur le figure de l'agir, on disait un exemple très simple, c'est si moi je suis sur un bateau et je vais aller sur le pont d'un bateau, je vais aller du point A au point B. Moi, je vais aller du point A au point B. Mais il y a un tas de vecteurs, que ce sont les vagues, le vent, le moteur, je ne sais rien, un tas de vecteurs qui interviennent dans mon allée du point A au point B. C'est moi qui va les nommer, ces vecteurs-là. Mais l'autonomie de ces vecteurs-là, c'est ce que l'Occident a du mal à considérer, vous comprenez? C'est un peu comme la mère qui porte le psychisme de son enfant, en fait, de manière autonome. Pardon? C'est comme la mère qui porte le psychisme de son enfant de manière autonome, en fait. C'est le psychisme de son enfant, mais elle arrive à le penser et à le porter de manière autonome à elle. C'est ça que tu dis, en fait. C'est qu'il identifie, en fait, la réalité de la montagne et ses besoins de manière autonome à lui, en fait, indépendante de lui, presque. Il est porteur de la voix de la montagne. Ne l'imagine pas, il le constate. Tu vois, c'est-à-dire que, à mon avis, les Maoris, je suis la rivière Wanganui, justement. C'est-à-dire que le pas qu'en Occident, on a beaucoup de mal à donner pour une écologie vraiment radicale, une écologie non humaniste dans le sens de non anthropocentrique, n'est-ce pas? Le problème, c'est de reconnaître les vecteurs avec une autonomie. Et le fait que les vecteurs aient une autonomie et que nous les nommons, le fait de nommer l'autonomie ne réintroduit pas l'humain derrière les vecteurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand les Chinois, non, c'est dans un bouquin d'histoire, je ne me souviens pas qui c'est, mais bon, je vais me rappeler le bouquin sur le taoïsme, l'exemple du jugement de la montagne, n'est-ce pas? Quand l'humain nomme les péchés de la montagne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait la montagne, il le nomme, mais il ne se met pas à la place, il n'interprète pas, il constate la montagne comme vecteur. Vous comprenez, à mon avis, c'est ça les défis, et que l'Occident, avec la question juridique, a du mal à faire ces pas-là. Parce que ces pas-là est un pas qui vraiment nous oblige, nous, en tant qu'humains, à une cohabitation réelle et non pas d'octroyer des droits. Vous comprenez? C'est pour ça que si on a effectivement raison aujourd'hui de parler d'animisme, de certaines formes d'animisme juridique, c'est aussi dans une vision un peu naïve. Dans une vision un petit peu naïve de l'animisme, parce qu'effectivement, si on prête foi à la manière dont Descola décrit et définit l'animisme, alors on ne va pas parler de sujet de droit dans l'animisme, mais au moins de sujet politique. Le sujet politique dans l'animisme n'est pas l'individu humain, ni l'individu oiseau, ni l'individu singe. Le sujet politique, le sujet qui agit dans l'animisme, c'est la relation. Et effectivement, quand les Indiens demandent la reconnaissance en tant que sujet de droit d'une montagne, d'un fleuve, c'est pas pour préserver un espace ou un territoire, c'est pour préserver une relation. Et c'est vrai que moi, il me semble que si on étudie sérieusement effectivement la possibilité demain d'aller vers un animisme juridique, déjà il ne faut pas se tromper d'animisme, et plutôt l'envisager comme effectivement le sujet qui est le sujet de la relation, du rapport. Et le problème, il y a un petit problème pratique, c'est que la Maison de l'Amérique latine qui nous offre gracieusement la jouissance et la salle, nous demande de partir... On prend une dernière question. Une dernière question, il nous demande de partir à 11h. Alors, oui, on peut prendre une dernière question. En France, 11h, c'est 11h05. Si, mais le problème, c'est que les gens qui travaillent à la Maison de l'Amérique latine, ils veulent partir. J'aurais voulu vous poser une question. Je
je me demandais par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il y a un danger de dérive, c'est-à-dire un sujet de droit, donc c'est dans le sens d'une protection, mais qu'est-ce qui empêcherait tout d'un coup quelqu'un qui représenterait la montagne, le fleuve, l'espèce animale, comme au Moyen-Âge ça a eu lieu, tout d'un coup de condamner un cochon parce qu'il avait mangé un bouffon et de le condamner à mort. Et qu'est-ce qui empêcherait que les choses se retournent et que je ne sais pas qui condamne tout d'un coup la rivière et demande qu'il y ait un droit aussi dans ce sens-là? Tu voulais dire encadrer le comportement du représentant, c'est-à-dire être certain que... Mais c'est tout le problème en fait. Je suis complètement... Oui, oui. Et j'ai... Oui, tout à fait. Non, excusez-moi. Moi, ce que je vous demande, ce que je vous propose, vraiment, d'abord, je vous remercie de, malgré les mauvaises conditions d'être venu. Mais vraiment, ce que je vous propose, c'est de continuer, si vous avez vu, pourquoi l'intérêt de ce sujet, n'est-ce pas? Et nous allons continuer dans les séminaires du collectif, nous allons continuer à approfondir avec un peu plus de temps, plus tranquillement, ces sujets. Les prochains séminaires est le 15 décembre.